Merci Sibouhmouch pour tout le travail que vous faites pour l'essor de la pédiatrie jeudi à Rabat. Sibouhmouch, c'est vrai, c'est un ami de promotion. Il était très, très actif. Puis donc, mais les profs, quand il n'était pas là, ils appréciaient beaucoup. Parce que vraiment, c'était quelqu'un qui faisait la zizanie dans l'amphi. Mais il était très actif. Je le remercie beaucoup donc, pour tout ce qu'il fait pour la pédiatrie à Rabat et la pédiatrie au Maroc. Donc effectivement, donc le choix de ce thème, il est très pertinent. Donc là, on voit que la problématique de la toux chronique, c'est une problématique qui met mal à l'aise un peu le pédiatre, les parents. Nous allons commencer par quelques cas cliniques et puis donc je vais diviser mon exposé en 3 parties. Donc une partie de cas cliniques, puis une petite mise au point et la dernière partie donc sera consacrée à la discussion. Je crois que c'est la partie la plus importante. Donc pour illustrer un peu ce topo, donc nous allons commencer par un premier cas clinique, donc petite fille de 3 ans qui tousse depuis 3 mois. Il n'y a pas d'antécédents respiratoires particuliers, donc familiaux ou personnels. Elle a reçu énormément de médicaments, bronchodilatateurs par voie orale, qui ne servent absolument à rien, qu'il faut bannir, des antitussifs également, qui ne servent à rien, et puis énormément d'antibiothérapie. Donc, la reprise de l'interrogatoire montre en fait que c'est pas une toux qui est chronique, mais c'est des épisodes viraux répétés. Et ça, c'est un problème qu'on voit beaucoup en pédiatrie. Souvent, la maman, elle rentre, elle dit il est malade depuis 5 mois, mais en fait, quand on reprend l'interrogatoire, c'est des épisodes plutôt rapprochés, répétés que traînants. Donc, on trouve quand même une notion de tabagisme passif. Certes, il y avait un intervalle très court qui donnait l'impression à la maman que c'est très rapproché. C'était la première année de la crèche de l'enfant. Et puis donc l'examen était sans particularité. C'est un enfant qui grandit normalement, qui grossit normalement. La radio thoracique était demandée. Elle éliminait toutes les causes compressives ou malformatives. Donc ce cas, c'est pour illustrer ce qui n'est pas une toux chronique. En fait, c'est des toux répétés. C'est la créchite un peu. La première année, c'est l'immunité qui se développe. Et puis donc, un enfant a le droit de faire jusqu'à 5, 6, 7, 8 épisodes par an. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, le deuxième cas clinique, c'est un enfant de 6 ans donc, qui présente depuis 5 semaines une toux grasse. Il n'y a pas d'antécédents particuliers. Il n'y a pas d'atopie familiale, pas d'atopie personnelle. L'environnement, il est bien contrôlé. Il n'y a pas de tabagie passive. Puis là également, donc, il a été mis sous antitussif, l'antibiothérapie pendant quelques jours, l'amoxicilline pendant 1 semaine, des antileucotriennes. La radio est normale. Il a bénéficié d'une radiographie du thorax qui était normale. Et puis donc là, il a été mis sous amoxicilline plus acide clavulanique. C'est une bonne évolution. Donc ça, c'est le tableau typique de ce qu'on appelle la bronchite bactérienne traînante ou probactérielle bronchitis. C'est une entité, je crois qu'il faut connaître. C'est une toux grasse pendant plus de 4 semaines. Ça traîne. Donc, on élimine les autres causes de toux grasse. Ce n'est pas une mucoviscidose, ce n'est pas une maladie ciliaire, ce n'est pas un déficit immunitaire. Puis la mise sous amoxicilline plus acide clavulanique, donc entraîne une bonne amélioration, ce qui permet donc rétrospectivement de retenir le diagnostic de bronchite bactérienne traînante. C'est une entité qu'il faut connaître un peu. Je crois qu'elle a du mal au début à être reconnue dans le monde pédiatrique, mais maintenant donc ça fait partie des tableaux cliniques de pneumopathie qu'il faut connaître. Alors, troisième cas clinique, c'est un enfant de 3 ans, tout grasse depuis 1 année. Pneumopathie également à répétition, donc hypocratisme digital, donc ce qui indique que ça traîne depuis longtemps. Sa radiographie thoracique, donc si vous voyez bien, quand elle montre un syndrome bronchique. Alors, donc vous voyez, donc ça finalement, donc on retient donc finalement le diagnostic de dilatation des bronches. Il avait une bronchorée matinale.
Donc là, c'était juste pour montrer vraiment la dilatation des branches, comment elle était, il y a quelques années, opacifiée par la bronchographie. Il ne faut plus la demander, ça ne se fait plus. Donc maintenant, on fait des TDM thoraciques. Vous voyez, c'est des belles images. Donc vraiment, c'est une dilatation permanente et irréversible de la charpente cartilagineuse avec toute la destruction. Donc il y avait un côté qui était opacifié, puis il y avait un autre. Donc vous voyez que les choses ont changé. Maintenant, donc on fait plus une TDM thoracique plutôt qu'une bronchographie, d'ailleurs, qu'il ne faut plus demander. Donc, quatrième cas clinique, donc, c'est une petite fille, Nadia, donc elle a une petite xérose cutanée. Elle a une toux chronique qui traîne depuis 3 mois. Rien de notable dans les antécédents. Donc, là également, bronchodilatateur par voie orale qui ne servent encore à rien. C'est très toxique, des antitussifs, des antibiotiques. Donc, on demande l'interrogatoire, quand il a été repris, c'est une toux chronique plutôt nocturne, survenant donc la deuxième partie de la nuit. C'est une toux qui est favorisée par l'effort, les pleurs, les rires, les excitations. Donc l'examen est sans particularité. Donc la radio est rassurante, elle élimine toutes les causes compressives ou malformatives et fait donc évoquer le diagnostic d'asthme. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Donc pas d'une grande utilité. On pourrait demander des tests cutanés, mais s'ils sont positifs, c'est en faveur du diagnostic de l'asthme. Négatif, ça n'élimine pas. À cet âge, c'est très difficile de faire une exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, un traitement de fond a été démarré et puis l'évolution a été favorable. Donc, c'est une toux chronique, ce qu'on appelle toux chronique équivalent mineur d'asthme. Donc, cinquième cas clinique, c'est un enfant qui avait une toux chronique, stagnation pondérale, bronchite répétée, beaucoup de traitements, là également antibiothérapie, fluidifiant, antitussif, bronchodilatateur. L'interrogatoire, donc, quand il était repris, c'est la toute première partie de la nuit. Il avait des vomissements postprandiaux, il a cassé sa courbe de poids. Donc ça, c'est le diagnostic de reflux a été évoqué. Bon, le pH-métrie n'a pas été faite. Bon, un traitement d'épreuve a été démarré, l'évolution a été favorable, puis donc tout est rentré dans l'ordre. Alors, cas clinique numéro 6, ça c'est un cas un peu compliqué, c'est un fils de pneumo, c'est un grand ami, je ne dirais pas dans quelle ville. Donc il avait une toux chronique qui traînait depuis 9 mois. Alors le papa l'a mis sous amoxicilline, acide clavulanique, macrolide, bronchodilateur, corticothérapie inhalée. Corticothérapie inhalée plus antileucotrienne, il a associé le traitement anti-reflux. Aucune amélioration, que faire? Donc il demande une radio du thorax, il fait une EFR qui est tout à fait normale, il n'y a pas de syndrome obstructif, le test de réversibilité était négatif, il lui fait des tests cutanés, un peu positifs pour les acariens, fait une recherche de BK négative. Alors donc quand on reprend l'interrogatoire, c'était une toux qui était diurne. Donc seulement diurne, il n'y avait aucun retentissement sur l'état général, tout était rassurant, donc ça évoquait une toux psychogène, donc c'est une toux qu'on appelle maintenant une toux somatique. On va dire tout à l'heure, ça doit être un diagnostic d'exclusion, on va en parler tout à l'heure. Alors le cas clinique numéro 7, c'est un enfant qui a été mis sous corticothérapie inhalée pour un asthme, son asthme était contrôlé, mais il gardait une toux chronique. Ça embêtait un peu les parents, il avait également un écoulement nasal permanent, il ronflait, respirait la bouche ouverte, devient très agité à l'école, avec un sommeil très agité également. Il rapporte une irritation de la gorge. Il a reçu de l'antibiothérapie, des antitussifs sans amélioration. Alors là, donc, l'enquête était positive pour les acariens. Nasofibroscopie, donc il avait une hypertrophie des cornets, grosse végétation. Donc ça, c'est la toux des syndromes aériens supérieurs, donc dont on parle beaucoup, on va dire un mot tout à l'heure. Donc c'est expliqué par toutes les rhinites qu'on peut avoir, et également parfois entretenues par tout ce qui est hypertrophie des végétations. Et c'est un cercle vicieux, donc on va dire un peu tout le malheur. Donc on peut le voir dans la sinusite, dans la rhinite allergique. Alors, cas numéro 8, donc je passe très rapidement là, c'est un enfant donc, qui fait des épisodes de sifflement, il garde une toux chronique, mais il garde l'encombrement. Quelqu'un qui garde l'encombrement persistant, ça oriente vers un problème a priori d'anatomie, donc il n'a pas répondu au traitement de l'asthme bien pris. Donc là, il faisait des otites répétées, donc ça orientait vers une maladie ciliaire.
Donc c'est une anomalie de la structure du cil. Le jeu du tapis mucociliaire ne se fait plus très bien. Donc, et l'étude à l'ultrastructure du cil a montré qu'il s'agit d'une maladie ciliaire. Donc parfois il y a une notion de consanguinité. Et dans la forme majeure, on a un situs inversus avec ce qu'on appelle le syndrome de Cartagena. Donc là, c'est un enfant qui a une toux chronique avec beaucoup de bronchites, parfois surinfectée. Le diagnostic d'asthme a été évoqué. Il a un stridor. Il grossit normalement. Voilà, donc une fibroscopie a été faite. Donc c'est des anomalies dynamiques. C'est une dyskinésie trachéobronchique. C'est des anomalies qui régressent avec l'âge. Parfois, donc, des formes majeures, il nécessite une plastie. Donc dyskinésie trachéobronchique. Cas numéro 10, donc c'est un enfant qui est admis pour une détresse respiratoire. Il avait des bronchiolites dans les antécédents, donc des sibilants. A priori, donc, il a été traité comme asthme, mais il ne répond pas très bien à corticothérapie. Donc, l'interrogatoire a été repris. Il y a certes une notion d'atopie familiale, des antécédents de bronchiolite, mais l'examen, quand il a été repris, les sifflements étaient certes bilatéraux, mais à prédominance à gauche. Il était polypnéique. Une radio du thorax a été faite. Elle montrait donc une atelectasie lobaire inférieure droite. Et la bronchoscopie a montré qu'il s'agit donc d'un corps étranger. C'était un fragment de cacahuète bloqué au niveau de la bronche gauche. Donc le cas numéro 11, donc c'est un enfant qui avait une toux chronique plus sifflement, des sueurs nocturnes. Il a un épisode de bronchiolite dans les antécédents. Il a été mis sous donc il a été mis sous antibiothérapie sans amélioration. Il a été mis sous macrolide. Il a reçu de la corticothérapie inhalée comme traitement de l'asthme, pas d'amélioration. Puis une radio du thorax. Donc qu'est-ce qu'elle montre? La radio du thorax montre des atteintes parenchymateuses. Et surtout, si vous voyez très bien, donc une trachée qui est très droite, avec une compression à ce niveau, qui explique le sylvo, une branche qui est un peu effilée. Donc le diagnostic de tuberculose a été retenu chez cette malade, et avec des adénopathies, ce qu'a confirmé donc la TDM thoracique, montrant des adénopathies. L'évolution a été favorable, avec, quand il a été mis sous traitement antituberculeux. Bien sûr, le dépistage familial a été fait, et voilà, l'évolution a été favorable. Donc, alors, dernier cas clinique, je pense, admis pour détresse respiratoire. Il faisait beaucoup d'infections pulmonaires, encombrement et sifflement. Une infection pulmonaire sévère à l'âge de 3 mois, naissance à terme, pas de syndrome de pénétration, pas de diarrhée chronique. Donc, il saturait bien, donc sérologie mycoplasme négatif, CMV négatif. Une PCR pour l'adénovirus était positive. Un test à la sûreté négatif. Donc, si vous voyez bien la radio, donc, il y a des hyperclartés par endroit. Et la TDM thoracique a montré donc l'aspect typique en mosaïque, donc ce qu'on appelle donc bronchiolite oblitérante ou séquelles de virose. Donc, parfois, il y a des virus qui sont très méchants. Quand ils frappent, ils laissent des séquelles un peu au niveau des poumons. Et l'adénovirus, en particulier le 3, le 7, le 21, laisse des traces un peu au niveau du poumon. Donc, le terme histologique, c'est la bronchiolite oblitérante. Alors, le cas clinique numéro 13, donc c'est un garçon de 2 ans, prématuré, ventilation durant la période néonatale. Il y avait des manifestations sifflantes répétées, traitées comme asthme, il n'y avait pas de problème, mais pas d'amélioration. Je ne sais pas la radio, donc le scanner montre qu'il y a des invaginations là, intrapleurales, puis des atelectasies par endroits, des épaississements, des troubles de la ventilation. Donc avec l'histoire clinique, donc ça évoquait donc une dysplasie bronchopulmonaire. Donc, le dernier cas clinique, c'est un enfant de 8 mois, donc qui faisait beaucoup d'infections répétées. Il grossissait pas comme les autres. Et puis donc il avait toujours des sifflements et un encombrement qui persiste. Voilà, donc il avait également donc des troubles digestifs. La radio qui montre un syndrome bronchique diffus avec trouble de la ventilation. Donc le scanner a montré vraiment qu'il y a une atteinte diffuse avec un syndrome bronchique, des images cavitaires. Donc c'était une mucoviscidose confirmée par l'étude génétique et le test à la sueur. Donc c'était des cas vraiment pour illustrer les cas comment on les voit dans la vraie vie. Donc ça
ça ne regroupe pas toutes les causes des toux chroniques, mais néanmoins, c'est les grandes causes qu'on voit donc en pratique quotidienne. Donc, c'est tout. Donc, vous avez remarqué que la plupart des malades ont reçu un traitement symptomatique, ce qui a souvent retardé la prise en charge. Et dans les premières observations, c'était des toux qui étaient à la limite un peu, disons, fonctionnels. Donc là, pour la toux, on va rappeler juste que c'est pas un réflexe qu'il faut toujours combattre. Donc la toux, c'est un réflexe protecteur. Il fait partie de la physiologie respiratoire du tapis mucociliaire et son absence, un peu comme chez les personnes anesthésiées, crée beaucoup de problèmes par la suite dans l'épuration du tapis mucociliaire. Donc tout ce qui peut agresser donc, ce tapis mucociliaire peut favoriser l'encombrement et l'atteinte respiratoire. Donc il fait partie des mécanismes de défense. Il y a beaucoup de récepteurs un peu qui sont impliqués dans cette physiopathologie, mais qui sont sensibilisés, qui sont sensibles aux irritants chimiques, mécaniques, donc le tabac, c'est très important. Et puis donc le réflexe de la toux, on va voir un peu tout à l'heure, il met au jeu des fibres efférentes qui sont localisées au niveau de l'épithélium bronchique. Et puis donc le nerf vague qui joue un rôle très important. Le nerf vague, il se balade un peu partout, donc on verra des branches un peu qui arrivent au niveau de l'estomac, va expliquer certaines atteintes. Au niveau du larynx, ça va expliquer des atteintes que nous allons voir un peu tout à l'heure. Et parfois donc des atteintes même au niveau de l'oreille interne. Et ça va expliquer un peu que parfois, donc, parmi les étiologies de la toux chronique, on peut avoir les atteintes ORL. Il faut noter également que l'enfant est plus sensible un peu aux facteurs de l'environnement, et c'est pour ça que ce réflexe de la toux est très développé un peu chez l'enfant. Donc la toux, c'est un mécanisme réflexe. Donc au début, donc, il y a une aspiration qui se fait, puis une fermeture de la glotte, ce qui crée une grande hyperpression, et puis donc il y a une ouverture de la glotte et l'expulsion un peu du mucus, donc avec une grande vitesse, c'est pratiquement plus que la vitesse du sang, et donc ça montre un peu l'importance de ces réflexes de la toux dans la physiologie, dans l'élimination de tout ce qui peut agresser la muqueuse bronchique. Donc vous voyez, donc, il y a également donc, des voies afférentes, la voie centrale donc, qui arrive donc, au niveau du thalamus, et puis le nerf laryngique qui joue un rôle très important, le vague donc, qui innerve un peu, et on aura donc quelques afférences un peu au niveau de l'estomac, ça pour expliquer tout ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc tous ces afférences peuvent être stimulées par des irritants chimiques ou des irritants mécaniques, donc tout ce qui se passe un peu dans la distension, dans le corps étranger, toute distension, toute atelectasie va stimuler un petit peu ces récepteurs, toute irritation va stimuler ces récepteurs et va expliquer donc cette toux chronique, cette toux qui survient un peu chez l'enfant, donc il y a un mécanisme de défense en particulier, notamment dans les infections virales. Vous voyez qu'il y a pas mal de médiateurs qu'on commence à comprendre. C'est pour ça que le traitement est décevant, mais des pistes thérapeutiques maintenant commencent à être envisageables. On essaie un peu de voir ces inhibiteurs de ces récepteurs un peu de la toux. Donc voilà, c'était juste pour rappeler qu'il y a énormément de récepteurs et qui sont sensibles même parfois aux variations thermiques ou aux irritants chimiques. Voilà. Alors c'est vrai que dans la consultation, donc ça dépend de la consultation de chacun. Théoriquement, c'est 3% dans une population consultation généralisée. Dans une consultation spécialisée, ça peut toucher vers les 7-10% des admissions. Alors c'est vrai que c'est un motif qui est un peu déprimant quand la maman, ça les épuise. Une maman qui ne dort pas le soir, un enfant qui ne dort pas, ça fatigue tout le monde est énervé. Mais quand on prend le problème et quand on le reçoit, il faut beaucoup de patience pour essayer un peu de décortiquer un peu le problème. Et seule cette analyse un peu calme et pertinente permet de régler le problème. Donc, vraiment, c'est déprimant pour... Alors, vous savez que la toux, c'est un mécanisme normal et cette étude anglaise a montré
qui a suivi un peu les enfants, a montré qu'on peut faire 11 épisodes par jour de tout, mais on reste un peu dans la norme. Donc c'est un mécanisme tout à fait normal pour juste parfois des mamans qui sont très demandeuses de médicaments. Alors, la définition de la toux chronique, donc il a passé par beaucoup d'étapes. Donc au début on disait 8 semaines, on disait à 3 semaines. Ben maintenant toutes les sociétés savantes un peu de pneumologie pédiatrique admettent qu'il faudrait un délai de 4 semaines. Pourquoi un délai de 4 semaines? C'est pour laisser un peu le temps à tout ce qui est viral de partir. Et généralement, donc, durant les 4-8 semaines, la majorité des infections, des tableaux régressent. Parfois, ça régresse, sauf pour la coqueluche. Donc, finalement, quand on a un enfant qui vient pour une toux chronique, quelle est la conduite à tenir? C'est d'abord éliminer les fausses toux chroniques, je vais y arriver. Donc, c'est le cas clinique qu'on a vu au début. Donc, c'est la confusion entre beaucoup d'épisodes qui se répètent et la maman donc ne fait pas enfin, c'est souvent la maman qui vient en consultation. L'intervalle de guérison semble très court, qu'il donne l'impression d'un continuum. Et vraiment, il faudrait interroger très bien pour chercher les signes d'alarme, parce qu'il faut détecter quand est-ce que c'est inquiétant. On va voir un peu tout à l'heure des signes qui doivent être inquiétants. Et puis, ce qui est important, c'est l'enquête étiologique. Et seule cette enquête étiologique permet de proposer une prise en charge adéquate, comme nous allons voir un peu tout à l'heure. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a toujours confusion entre un épisode entre un épisode traînant et des épisodes viraux répétés. Il est très important, donc, devant ces malades, enfin, ces enfants ramenés par leurs parents pour des toux chroniques, de s'enquérir du délai, de l'intervalle de l'épisode, de la description de l'épisode, de l'intervalle intercalatique, de sa qualité, et puis des traitements un peu reçus. Il y a parfois des traitements qui aggravent un peu un épisode. Un fluidifiant, s'il est donné pour un épisode, il aggrave un peu tout. D'accord? Et je crois qu'un fluidifiant donné pour un nourrisson, il risque d'aggraver le problème et de faire entretenir un peu la toux pour quelques semaines de plus. Donc la fréquence des épisodes viraux, donc on peut faire jusqu'à 8 épisodes par an. Donc si vraiment l'état général de l'enfant, il grandit bien, il grossit bien, si la radio est rassurante, donc il faut rassurer les parents, revoir l'enfant. Je crois revoir l'enfant, ça permet de rassurer les parents. Et puis donc, ça vous les connaissez très bien, donc ces épisodes favorisés par la densité humaine, le tabagisme et les crèches. C'est pour ça que la période de Covid, c'était très calme. Et la fermeture des écoles a permis de réduire énormément donc, ces infections virales, et également le port des masques que j'encourage vivement. Donc la clinique est vraiment très importante. Il faut beaucoup de patience un peu pour prendre ces malades. Il faut s'enquérir de la période du début. Donc il faut s'enquérir des périodes, une gêne ou une toux qui commence à la période néonatale. Ça évoque vers des pathologies très sérieuses. Un trouble de l'anomalie du carrefour, donc avec des troubles de la déglutition, une trachéomalacie, si quelqu'un a un stridor avec une toux depuis la naissance, quelqu'un ventilé pendant la période néonatale avec il faut évoquer une bronchodysplasie, donc une cardiopathie, quelqu'un qui, quand il s'alimente, commence à tousser, on évoque une fistule osotrachéale, même s'ils sont rares, une atrésie de l'œsophage avec toutes ces complications, donc telles que la dilatation des bronches ou la bronchomalacie. Durant la période proscolaire, donc les grandes causes, c'est les causes allergiques. On a parlé tout à l'heure de la bronchite bactérienne traînante. Il ne faut pas oublier le corps étranger, cherchez toujours un syndrome de pénétration. Et puis, n'oubliez pas la tuberculose. Il y a beaucoup de choses maintenant. 72 millions d'adolescents sont contaminés chaque année dans le monde par la tuberculose. Donc, la période scolaire, donc asthme, reflux, dilatation des bronches et tuberculose, représentent les grandes causes à cette période. Donc, il est très important également de s'enquérir du mode de début. Donc, une dyspnée brutalement qui commence... tout commence brutalement, donc il faut évoquer un corps étranger. Une infection virale sévère, et puis depuis l'enfant, il est toujours malade.
Il faut penser à une histoire de séquelles ou bronchite oblitérante. C'est un tableau qui tient de la dilatation des bronches et de l'asthme sans être ni l'un ni l'autre. Puis quand c'est progressif, il faut évoquer toutes les causes. La trajectoire de l'atout, et souvent donc on le reçoit dans les consultations, il est très important de voir un peu comment la chose évolue. On a des enfants qui viennent 4e, 5e semaine de toux, donc il est bien, donc c'est une toux résiduelle, il faut savoir être rassurant, calmé, donc pas toujours proposer un traitement qui ne sert à rien. La sonorité de l'atout, une toux rauque, donc ça évoque un truc laryngé. Les mamans parfois décrivent, disons, c'est pas la toux de l'asthme, c'est la toux forte, c'est une toux qui est différente. On va parler tout à l'heure de la toux aboyante, de la toux psychogène. Ça, il faut la reconnaître, c'est vraiment une toux qui perturbe tout le monde dans la salle d'attente. Tout le monde a envie de changer de place s'ils sont à côté de cet enfant. Je me souviens de cette maman qui me disait, c'était une toux psychogène. Quand il rentre de l'école, l'enfant commence à tousser. Et la maman me disait, il frappe avec sa toux, il frappe la porte avec sa toux. La toux quinteuse qui évoque une coqueluche en période de convalescence, mais là également l'antibiothérapie ne sert à rien, parce qu'on a dépassé la phase où ça peut être utile. Et puis la qualité de la toux, ça c'est très important, une toux sèche, une toux productive, c'est très important. Il y a des étiologies qui évoquent plus la toux sèche, c'est tout ce qui est inflammation des voies aériennes, les causes psychogènes, les causes extrapulmonaires, une fibrose pulmonaire, donc tout peut donner donc une toux sèche. Et puis la toux productive, on a vu tout à l'heure, post-infectieuse, un reflux, des anomalies des voies aériennes comme la trachéomalacie qu'on a vu tout à l'heure, ou la bronchite bactérielle traînante. L'oreille, il est très important de la toux. Vous voyez, c'est beaucoup de détails au niveau de la sémiologie. L'horaire de la toux, est-ce que c'est diurne, c'est nocturne? Une horaire diurne, donc on l'a vu tout à l'heure, ça évoque plus toux psychogène, mais parfois, pas seulement la psychogène, mais ça oriente vers ça. La toux nocturne, c'est également, ça peut être un élément d'orientation. Première partie de la nuit, ça oriente plus vers un reflux. Deuxième partie de la nuit, plus un asthme. Là également, il faut s'enquérir des caractères d'expectoration. Il est clair, donc tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, viral, purulent, donc tout ce qui est sinusite ou rhinorrhée postérieure, hématique, on a parlé tout à l'heure de la tuberculose, ou certaines maladies, donc hémocidurose. Et puis les facteurs déclenchants, ça c'est très important. Vous voyez le temps qu'il faut passer à l'interrogatoire. Est-ce que déclenché par l'activité physique, par l'effort, ce qui rentre vers une origine allergique, par l'alimentation, rentre vers un reflux. Contact avec les allergènes, c'est quand l'enfant va chez la grand-mère qui a un chat, commence à tousser, ça évoque donc une origine allergique. Les irritants, un papa qui fume, il faut qu'il tousse, donc on dit parents fumeurs, enfants tousseurs, donc c'est très important. La position corporelle, ce qui rentre vers un reflux. Stress, on a vu tout à l'heure la toux psychogène. Et puis les excitations, ça c'est une toux qui est très important. L'excitation, les rires et les pleurs, donc ça évoque beaucoup la toux d'origine allergique. Et puis l'effort, c'est également donc l'origine allergique, ou plutôt l'asthme. Mais il faut savoir que l'asthme n'est pas une contre-indication à faire du sport, même si aujourd'hui il est interdit d'interdire à l'enfant de faire du sport. Par la réponse au traitement, on va voir ce qui améliore un peu énormément l'enfant. Est-ce que c'est l'antibiothérapie? On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est bronchite trachéale bactérielle traînante, une dilatation des bronches, la kinésithérapie, donc ça oriente vers un problème d'anomalie du mucus, de sécrétion. Le traitement anti-reflux, la corticothérapie inhalée, il est très important de poser qu'est-ce qui améliore un peu cet enfant et qu'est-ce qui ne l'améliore pas. Et puis donc l'examen, donc également donc on cherche les causes un peu, donc parce qu'on trouve que ce qu'on cherche, on cherche que ce qu'on connaît, chercher le retentissement sur le poids, sur la taille. Est-ce que l'enfant a toujours de la fièvre? On a parlé tout à l'heure de la tuberculose. Un stridor qui rentre vers une laryngomalacie, une compression, un arc vasculaire, une bronchorrhée, donc qui rentre vers une dilatation des bronches, un sifflement bilatéral et symétrique qui rentre vers un asthme, une dyspnée, sachant que les causes cardiaques qui sont très rares. Chez l'adulte, on parle beaucoup de certains arythmies qui peuvent donner des toux chroniques chez l'enfant. Donc, est-ce qu'il y a également une prise médicamenteuse? Ça existe un peu.
c'est rare. Est-ce qu'il y a une hypocalémie digitale, ce qui témoigne donc d'une hypoxie chronique? Est-ce qu'il y a une malformation thoracique, également témoignant d'un retentissement chronique? Est-ce qu'il y a une asymétrie auscultatoire? Donc dans l'asthme, par exemple, les sifflements doivent être bilatéraux ou symétriques. Est-ce qu'il y a des signes digestifs associés qui rentrent vers une mucoviscidose? Et puis est-ce qu'il y a des infections au niveau d'autres sites qui rentrent vers un déficit immunitaire? Donc je dis qu'un interrogatoire bien conduit et un examen clinique également bien conduit permet d'avoir une orientation clinique dans 99,9 des cas. Donc on complète par une radiographie du thorax qu'il faudrait bien voir. Ce n'est pas le radiologue qui doit faire le compte rendu, parce que souvent on dit radio normale au syndrome bronchique. Vraiment, on doit lire la radio avec quelqu'un qui cherche les diagnostics différentiels et à quoi on a pensé cliniquement. Alors, il n'est pas question de demander trop, on est fait une période de crise, les examens sont trop chers, même s'il est toujours impayant, mais il est nécessaire d'arriver au diagnostic avec un minimum d'examens complémentaires et les autres examens ne seront demandés que s'il y a une orientation étiologique. Donc ainsi, par exemple, si on rentre vers une dilatation des bronches, on demande un TDM thoracique. Si on rentre vers une laryngomalacie, on fera une fibroscopie, une muco, on fera un test à la sueur, étude génétique. Alors la radio, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc c'est normal, mais vraiment il faut bien la regarder. Donc un normal syndrome alvéolaire, ça peut rentrer tout ce qui est parenchymateux, donc malformatif. Un syndrome bronchique, ça peut exister. On a parlé de cette entité qui est la bronchite bactérienne traînante ou une maladie ciliaire, ou plutôt une dilatation des bronches. Un syndrome intestinal, et là on regroupe toute la case de la pathologie infiltrative diffuse. Et on a plus de 300 étiologies, mais heureusement il y a 10 qui sont fréquents pour le pédiatre: sarcoïdose, hémostoïdose, protéinose, des maladies de système, prise médicamenteuse, séquelles de virose. Un syndrome intestinal pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'adénopathie. Donc voilà, donc si on pense à une dilatation des bronches, une séquelle, on fera un TDM thoracique. Si on pense à un asthme au-delà de 6 ans, on fait une EFR avec un test de réversibilité. Ça, c'est très important. On pourrait compléter par un bilan allergologique. S'il est positif, ça corrobore un peu le tableau clinique. Négatif, ça n'élimine pas, parce que c'est les infections virales généralement qui sont le facteur déclenchant des épisodes chez l'enfant. Si on pense à un déficit immunitaire, on fait un bilan immunitaire. Si on pense à une mucoviscidose, on fait un test à la sueur. Puis une fibroscopie bronchique si on pense à un corps étranger ou des anomalies dynamiques. Numération, donc ce premier examen pour détecter un déficit immunitaire, et puis s'enquérir de l'état de l'enfant, donc en prenant sa saturation, éventuellement sa gazométrie, si on pense à une dilatation des bronches. Alors donc on va voir quelques étiologies, donc c'est tout chronique, là, on a passé quelques cas tout à l'heure. Donc ça c'est la toux post-infectieuse, ça c'est très important, qu'elle fait suite à une infection virale. Alors, donc, elle peut persister quelques semaines, mais elle ne dépasse pas les 8 semaines, sauf pour la coqueluche. Mais là, on a dépassé un peu, on est la phase de convalescence. Sa physiopathologie, on a vu tout à l'heure, il y a une atteinte épithéliale, et puis des médiateurs de l'inflammation qui sont libérés, qui activent un peu les voies efférentes du système du réflexe de la toux, la production de mucus et donc stimulation des récepteurs. Donc la prise en charge de cette toux post-infectieuse, c'est qu'il faut rester calme et rassurer un petit peu les parents et attendre. C'est wait and see et généralement l'évolution c'est favorable. Donc il y a un petit orage, cytokinique qui a été libéré, il faut attendre un peu que ça passe. Par la tuberculose, il ne faut pas l'oublier, hein, ça c'est très important. Donc généralement, quelqu'un qui a plus de 15 jours de toux, on doit y penser dans notre contexte. Je m'ai dit qu'il continue à poser d'énormes dégâts. Donc, parfois, on a des formes extra-respiratoires qui sont associées. Généralement, ça évolue dans un contexte fébrile. La radio thoracique, donc, elle a une sensibilité qui n'est pas mal, une spécificité qui n'est pas mal. Mais quand on fait un doute, maintenant, donc, on fait un gène expert. Il y a un guide, on est en train d'élaborer avec le ministère, je crois qu'il va sortir bientôt. On parle même de gènes experts au niveau du tubage gastrique, au niveau des selles. Ça va faciliter un petit peu la recherche qui se faisait il y a quelques années, donc qui est parfois astreignante pour les enfants. Puis il faut le dépistage,
Il y a également des nouveaux protocoles maintenant qui sont à l'étude, d'abréger la durée à 4 mois. C'est pas encore validé, mais c'est en cours de validation. Et puis, il ne faut pas oublier le dépistage familial. Alors, on a parlé de cette bronchite bactérienne persistante, Proctoctode bactérielle bronchitis. C'est une entité qui a eu du mal à s'installer chez les pédiatres. C'est vrai, c'est nouveau, c'est 2006. Au début, donc, les critères n'étaient pas très clairs. Il fallait faire un lavage broncho-alvéolaire et montrer qu'il y a des macrophages, montrer qu'il y a des germes. Maintenant, les critères, ils ont été simplifiés pour cette bronchite bactérienne persistante. Donc, on n'est plus dans la pneumopathie. Donc là, ça traîne un peu. C'est une toux grasse qui persiste pendant 4 semaines et plus. Et il n'y a pas de cause sous-jacente. Il n'y a pas de terrain particulier. C'est pas une tuberculose, c'est pas une maladie ciliaire, c'est pas un déficit immunitaire, c'est pas un reflux. Et puis donc là, les germes en cause, c'est souvent l'hémophilus moraxella, on va voir tout à l'heure. Et il évolue bien après 15 jours d'antibiotiques, donc amoxicilline plus l'acide clavulanique. La radio, elle est souvent normale ou montre un épicissement bronchique. Alors, sa physiopathologie, donc il y a un groupement de bactéries qui se fait au niveau des voies aériennes, donc un biofilm qui se crée, et donc il y a une réponse inflammatoire à neutrophile. Les germes en cause sont donc souvent l'hémophilus influenza, le streptocoque, et puis donc moraxella. Donc c'est tous ces germes qui répondent à une antibiothérapie adaptée, donc on l'a dit, amoxicilline plus l'acide clavulanique. Donc l'évolution est favorable. Pour certains, donc, certains auteurs disent que s'il n'y a pas d'évolution, on peut ajouter 2 semaines de plus. Donc, et parfois on peut arriver même jusqu'à 6 semaines. Mais vraiment, il faut éliminer d'autres causes d'antibiothérapie. Alors là, la récurrence, il y a parfois des enfants qui font 3 épisodes de bronchite bactérienne persistante. Là, on commence à discuter le lien avec une dilatation des bronches. On ne connaît pas très bien encore sa visiopathe, c'est nouveau un peu comme entité, c'est 2006, mais je crois qu'il faut l'avoir en tête. Donc, deuxième entité, c'est la dilatation des bronches. Donc, la dilatation, c'est une maladie orpheline, et là, ce n'est pas très intéressante un peu pour les gens. Donc, c'est une maladie de la pauvreté. Donc, c'est une destruction permanente et irréversible de la charpente cartilagineuse avec une destruction de toute la paroi. Donc, et on a vu des images un peu tout à l'heure. Toutes les branches perdent un peu leur structure et le jeu du tapis mucociliaire ne se fait plus très bien, ce qui favorise l'infection qui favorise l'inflammation, et on rentre dans un cercle vicieux, donc ce qu'on appelle le cercle physiopathologique de Kuhl. Donc ça, il faut rompre un peu Donc les étiologies sont nombreuses. Donc le tableau, il est dominé mais non résumé par la bronchorée matinale. Donc tu rappelles toujours l'enfant, donc il fait sa toilette bronchique matinale. Parfois c'est un tableau de pneumopathie à répétition. Il casse sa courbe de pas, il grandit pas comme les autres, il grossit pas comme les autres, parce qu'il y a l'hypercatabolisme. Et parfois donc il y a des formes à début précoce et des formes congénitales. Et dans la physiopathologie, il y a toujours une néovascularisation autour de ces territoires qui sont détruits, donc et ça aboutit à des hémoptysies qui parfois assombrissent énormément le pronostic. Parfois, on peut avoir des manifestations ORL qui orientent vers une maladie ciliaire ou une diarrhée chronique qui oriente vers une muco, un déficit immunitaire. Souvent, l'hypogramme digital fait partie du tableau clinique. Et puis, dans l'auscultation, on peut trouver parfois donc, des ronflants ou des crépitants. Donc, on a vu tout à l'heure des images de bronchographie, mais c'était juste pour l'anecdote, pour montrer les belles images. Mais maintenant, donc, si on veut, devant une dilatation des bronches, il faut se poser quelques questions. Quelle est l'étendue de cette dilatation des bronches? Parce que toute l'attitude va dépendre de ça. C'est une dilatation des bronches localisée. Ça va être un traitement donc chirurgical. Une dilatation des bronches du vis, ça va être un traitement médical. Et vraiment, il est très risqué d'opérer des malades qui ont des dilatations des bronches diffuses, parce que ça peut être vraiment catastrophique. Donc, deuxième question, donc, la TDM permet d'apprécier l'étendue. Parfois, on fait des scintigraphies de ventilation, perfusion, quand c'est pas complémentaire.
Et puis chercher le retentissement de cette dilatation des bronches. C'est la clinique, bien sûr, la dyspnée, la tolérance de l'effort, et bien sûr l'EFR qui montre un syndrome restrictif dont c'est un élément de pronostic très important. La fibroscopie montre une inflammation diffuse, bilatérale, parfois permet de faire des prélèvements, de voir quels germes. Généralement, quand on trouve des germes tels que le pseudomonas, c'est des germes très sévères qui assombrissent le pronostic. La gazométrie, bien sûr, pour éliminer une cause immunitaire, on fait un bilan immunitaire, un test à la sueur. Voilà donc une image de dilatation des bronches, objectivée par le scanner. Donc la radio, déjà, elle montre un syndrome bronchique. Donc on retient sur le plan scanographique le diagnostic de dilatation des bronches quand le diamètre des bronches dépasse celui de l'artère adjacente. Les étiologies, là, on vient d'en parler, sont nombreuses. Il s'agit d'une mucoviscidose, diffusion immunitaire, maladie ciliaire, un reflux, des séquelles, un asthme qui est mal pris en charge, des séquelles de virose ou un corps étranger qui donne des dilatations des bronches localisées. Alors la prise en charge, quand c'est localisé, c'est toujours l'affaire du chirurgien. Bien sûr, quand c'est parlant sémiologiquement. Quand c'est diffus, donc c'est un traitement médical, c'est l'antibiothérapie à la demande. Il y a quelques années, on proposait des antibiothérapies alternes. Bon, maintenant, pour éviter les résistances, on ne les propose plus. C'est la vaccination antigrippale, antipneumococcique, la kinésithérapie. Alors, ouais, c'est vrai que parfois, c'est entre les deux, surtout quand le malade il a un côté qui est plus malade que l'autre. Et là, c'est toute la discussion entre le pneumopédiatre et le chirurgien qui essaie de chirurgicaliser l'affection et le chirurgien qui essaie de médicaliser l'affection. Donc, on essaie un peu de trouver la meilleure solution pour le malade. Alors, tout chronique et asthme, donc on l'a dit tout à l'heure, donc un asthmatique qui tousse, c'est un signe qui est de non-contrôle de l'asthme, mais il y a la toux qu'on appelle toux variante de l'asthme. C'est des enfants qui ont une toux chronique, mais n'ont jamais sifflé et ils n'ont jamais fait de dyspnée. Alors, dans les malades qui font des viroses, on voit que parfois ils font des viroses qui traînent un peu plus que les autres. Et quand on interroge les parents, on dit qu'il a de l'atopie. Là, il faut prévoir que peut-être ils auront besoin ils vont évoluer vers une toux chronique de l'asthme ou ils vont faire de l'asthme. Donc ça, c'est Alors là, donc la clinique, on trouve parfois qu'il y a une atopie familiale. Atopie familiale, c'est père, mère, frère et sœur. On ne cherche pas chez les grands-parents ou les cousins. Donc père, mère, frère et sœur. Atopie personnelle, quelqu'un qui a de l'eczéma, quelqu'un qui a de la toux sèche ou une sécheresse un peu derrière le lobule de l'oreille, ça évoque beaucoup donc une toux de l'asthme. Donc c'est une toux qui est volontiers nocturne, survenant plutôt la deuxième partie de la nuit que la première. C'est une toux qui s'exacerbe lorsque l'enfant s'énerve, lorsqu'il fait des efforts, lorsqu'il rigole. Il y a beaucoup d'observations qui ont été publiées sur asthme et rire. Il y a même un article qui a été publié, l'asthmatique ont-ils le droit de rire? Il y a des asthmatiques, des décès qui ont été rapportés par des fous rires chez les asthmatiques. Alors, la paraclinique, la radio est rassurante, donc elle élimine toutes les causes compressives et malformatives. Et l'EFR, elle peut être normale. Et l'EFR, je rappelle qu'en pédiatrie, on ne cherche pas le 80%, on cherche le 90%, et on doit toujours exiger, contrairement à l'adulte, un test de réversibilité, parce qu'on peut avoir des paramètres très élevés, mais quand on fait un test de réversibilité, on peut avoir une augmentation de plus de 13%, ce qui signifie un peu la réversibilité. Alors, ça n'élimine pas une EFR de base normale. Normalement, on doit faire un peu la recherche d'une hyperactivité bronchique par l'inhalation de métacholine qui illustre un peu qu'il y a une hyperactivité bronchique. Alors, si vous n'avez pas en pratique un peu d'EFR, on peut s'aider d'un 2P. Un 2P, c'est un petit appareil, il pèse 200 grammes, facile à mettre dans un cartable. Je crois qu'on peut l'avoir un peu, tout le monde peut l'avoir. C'est vrai, le 2P ne remplace pas le VMS, mais grossièrement, il est corrélé au VMS. Si une fois qu'il tousse, on prend sa valeur, il est à 200, on donne des bronchodilatateurs, 15 minutes après, on voit qu'il a augmenté de 15%. C'est même l'ancienne définition de l'asthme, bronchospasme réversible. Donc, prise en charge, ça vous connaissez très bien, traitement de fond, traitement de la... Un reflux et toux chronique, là, il y avait beaucoup de discussions. Il y a quelques années, il y a on demandait beaucoup de TOGD, on demandait beaucoup de pH-métrie,
Mais finalement, donc, quelle est la corrélation entre les symptômes et les données de la pH-métrie? Maintenant, donc, les indications deviennent plutôt digestives. Il y a des orientations cliniques, on a parlé tout à l'heure, c'est des tours positionnels, c'est une tour nocturne, plutôt première partie de la nuit. Et puis, donc, parfois, il y a des signes accompagnateurs, régurgitation. Donc, en tout cas, donc, on peut avoir d'autres signes qui complètent le cortège clinique, cassure, stagnation de la courbe pondérale. Et parfois, ce qui complique un peu le problème, c'est qu'on peut avoir des associations donc, entre toutes ces pathologies. Donc, donc c'est dire vraiment avec une minutie, il faudrait faire la part des choses. Alors, il y avait donc, pour expliquer de la physiopathe, une théorie réflexe qui dit que dès que l'acidité arrive au niveau de l'estomac, il y a un nerf qui est stimulé, c'est l'œsogastrique, ce qui entraîne un peu un bronchospasme. Et puis la théorie des micro-aspirations qui refluent un peu au niveau du bas œsophage et qui peuvent favoriser un peu la toux. Donc, alors là, selon le tableau clinique, on peut avoir des atteintes apicales au niveau de la radio. On peut donner soit un traitement d'épreuve, soit complété par une pH-métrie. Le professeur Taher n'est pas là, mais un traitement d'épreuve souvent donc, permet de régler le problème s'il y a une orientation clinique évocatrice. Alors ça, c'est le tableau dont on a parlé tout à l'heure, syndrome des voies aériennes supérieures. On l'appelait il y a quelques années post-nasal drip syndrome. Donc maintenant, on parle de Upper Airway Cough Syndrome. Donc c'est une nouvelle entité. Et je crois que ça, il faut la connaître. Et maintes fois, on s'est trompé. Mais moi, personnellement, j'ai commis pas mal d'erreurs un peu au début. Donc, devant des enfants, donc, il avait des rhinites. On était très pressés. On demande un scanner normal. Mais finalement, c'était une rhinorrhée, c'était une sinusite. On n'a pas fait attention. Donc, quand on a un jetage antérieur, on a également un jetage postérieur. Donc, souvent, ces enfants qui se raclent la gorge, ils ont une irritation de la gorge, une rhinorrhée. Et puis, donc, ça, c'est une entité un peu, peut-être qu'on en reparlera, c'est les enfants ronfleurs. Je dis qu'un enfant ne doit pas ronfler. Un enfant a le droit de dormir normalement. Le ronflement est interdit chez l'enfant. Et quand il fait des apnées du sommeil, donc ça favorise un petit peu ces problèmes un peu de relargage des médiateurs de l'inflammation au niveau des voies aériennes inférieures. Le stimulus peut être également par une voie neurogène ou par des médiateurs de l'inflammation, mais les liens entre TROS, syndrome obstructif du sommeil chez l'enfant, ou le SAWS, les syndromes d'apnée du sommeil, est très documenté. Et dans certaines publications, on peut trouver jusqu'à 30% donc, de liens entre le SAWS et la toux chronique. Donc vraiment, il est très important. Alors la prise en charge, comme on a vu dans le cas clinique un peu tout à l'heure, quand on a fait la fibroscopie, donc c'était de grosses végétations, donc qui expliquaient le ronflement, et seule l'adénoctomie a amélioré un petit peu les symptômes chez l'enfant. Mais quand on a ces symptômes, donc les antihistaminiques, ça aide, la corticotérapie locale, mais ce qui est important, c'est le lavage nasal. Ça, c'est très important. Le lavage nasal, c'est avec du sérum physiologique, avec une grosse seringue qu'il faut nettoyer. Il ne faut pas que, s'il y a des enfants qui sont malades, il ne faut pas qu'ils se changent les seringues, qu'il faut changer de flacon tous les 2 jours, 3 jours. Et puis, il faut que l'enfant s'habitue par la suite. C'est comme pour le lavage des dents. Ça, c'est très important. Ça aide énormément. Tout ce qui est polluant, tout ce qui est irritant, surtout un peu le soir, donc, et enlevé un peu par ces lavages fréquents. C'est très important, un peu ce lavage fréquent. Donc, je disais que parfois, il faut recourir à un ORL. Je dis un bon ORL, pas un ORL qui rassure faussement les parents. Quand il y a des grosses végétations, s'il faut les enlever, il faut les enlever. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas d'âge pour les enlever. Alors, les causes auriculaires, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est juste pour la petite, il y a une petite fibre du nerf pulmogastrique qui arrive un peu au niveau de l'oreille interne, et on a parfois quelques oreilles atteintes de l'oreille interne qui peuvent expliquer des otites, des toux chroniques. Alors, on arrive à ces causes somatiques et létiques. Donc, les toux psychogènes, on n'en parle plus, donc on dit maintenant toux somatique, parce que psychogène, c'est un caractère un peu péjoratif. C'est vraiment des parents, des enfants qui ont fait du nomadisme médical, qui arrivent avec des sacs de médicaments,
mais des petites questions permettent d'orienter l'interrogatoire. C'est une toux chronique, certes, c'est une toux diurne, et elle ne réveille pas l'enfant. Ça doit être un diagnostic d'exclusion. C'est une toux sèche. On a beaucoup parlé de toux sèche, de toux grasse tout à l'heure. C'est très important de voir. Elle est explosive. Je dis dans la salle d'attente, tout le monde change de place. Elle est diurne. C'est souvent des adolescents. Donc c'est comme un klaxon. Donc on dit Hong Kong. Barking, c'est comme un aboyant. C'est des termes qui ont été utilisés dans la littérature. Barking, cough. Très important de les reconnaître. Vraiment, ça déstabilise tout le monde. Les parents ne peuvent plus, mais quand l'enfant dort, il n'a plus rien. Alors, lorsqu'il s'amuse, lorsqu'il joue un peu, plongé dans son smartphone, il n'a plus rien. Il est déclenché par un stress émotionnel. C'est là tout qu'on a vu tout à l'heure du fils de pneumologue. Elle est augmentée quand il y a du monde, les enseignants, des enfants qui ont quitté l'école parce qu'ils ont tout chronique, on n'est pas arrivé à leur faire leur diagnostic. Et les enseignants en ont marre, ça perturbe toute la classe, ça perturbe les parents. Et puis donc ça augmente en présence d'un staff médical. C'est souvent des positions que fait l'enfant. Et lui, donc, il est dans son indifférence. Parce qu'il sait qu'il emmerde le monde, mais il est content. D'accord ? C'est des bénéfices secondaires. Il a fait certes une infection virale. Il l'a fait, ça on trouve dans le diagnostic atopique qu'il a fait une infection virale. Et depuis, il entretient un peu. Ça, bénéfice primaire, secondaire, il entretient. Donc parfois on a phobie scolaire. On trouvait donc une fille, elle avait un petit problème. C'est une petite fille, donc j'ai vu en consultation, un petit accrochage avec une maîtresse, et depuis, donc ça s'arrête pas. Donc parfois il faut vraiment essayer de trouver là où ça marche pas. Alors, recourir à un pédopsychiatre, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est des enfants vraiment très intelligents, et s'ils comprennent, on les fait comprendre qu'on a compris, mais on ne leur fait pas perdre la face, généralement le problème se règle. D'accord, ça c'est Alors il y a quelques attitudes thérapeutiques telles que envelopper, poser des draps, ou on enveloppe un petit peu l'enfant, qui ont été proposées, des antidépresseurs, mais juste comprendre la maladie et expliquer le malade qu'est-ce qu'il a, ça permet généralement de régler le problème. Voilà, technique de respiration parfois, le recours un peu de psychiatre, et puis quelques exercices respiratoires ont été rapportés dans la littérature. Alors, quelques étiologies, là j'ai rapporté l'essentiel, mais il faut dire que c'est un maître symptôme la toux chronique, c'est un maître symptôme de toute la pneumologie. Il y a des récepteurs de la toux au niveau du larynx, des laryngites parfois très sévères d'origine virale qui sont rapportés. Ça, c'est un travail qui est rapporté au niveau de la littérature. On trouve la toux post-infectieuse, coqueluche, la trachéomalacie, les malformations pulmonaires, le étranger. Donc ça varie un peu selon les séries. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans le service, mais ça fait un bout de temps. Donc l'asthme et le reflux se taillent la part du lion. Je crois que si on fait le travail, on va trouver maintenant d'autres étiologies. C'était l'époque où on faisait beaucoup de TOGD de pH-métrie. Donc la prise en charge, c'est une prise en charge étiologique. C'est compris que l'essentiel, c'est de trouver le pourquoi du comment. Alors là, c'est une recommandation américaine. Voilà, et maintenant tout le monde la rapporte. La non-prescription des médicaments de la toux est recommandée par toutes les sociétés savantes. Je crois que là, il faut être un peu clair. Tout le monde le rapporte. Et ce travail qui a été fait par la Finlandais. Donc, ils ont vu ils ont remarqué que les antitussifs, tout ça est prescrit énormément. Mais ils ont fait des guidelines, mais les guidelines ne sont pas suivis. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un programme d'intervention. Ça a pris 4 ans. Ils ont rappelé les programmes. Ils ont fait des meetings. Et ils sont déplacés chez les non-compliants. Ils leur ont envoyé des rappels. Et puis, à la fin, ils ont envoyé des lettres personnalisées avec des téléphones. Et ils ont appelé les médecins recalcitrants. Donc vraiment, ils font de la pression. Ça a pris 4 ans. Ça t'a fait peur, là, Madani.
Alors, vous voyez donc ce qui arrive là. Regardez la prescription commence à diminuer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la prescription de énormément. Donc il y a eu quelques recassements, mais ça ne dépasse pas les. Donc c'est soit au niveau des pédiatres ou des généralistes. Il y a eu donc 80% de la diminution. Et puis ils ont économisé énormément d'argent. Moi je ne sais pas ça fait combien en dirhams. C'est beaucoup. Ouais. Donc ils ont économisé énormément d'argent, en plus du programme là qu'ils ont investi. Donc vous voyez, c'est des médicaments. Alors là, je vais pas faire c'est un panel, donc c'est un chef vraiment, c'est la référence en pneumologie, expert panel donc qui a été publié donc avant le Covid. Et voilà, donc il rapporte vraiment tout ce qu'il est pour ce qui concerne un peu la toux chez l'enfant. Donc on définit à partir de 8 ans. Je vais passer très rapidement on n'utilise plus de médicaments contre la toux, tout ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Quand on pense à une pneumopathie bactérienne, on utilise les médicaments donc, pendant 15 jours qu'on peut renouveler. C'est 40 recommandations. Donc, quand est-ce qu'on parle de la toux chronique? Quand est-ce qu'on fait un gène expert, on pense à une tuberculose. Voilà, donc ça c'est pour vraiment. Bon, je peux vous laisser toute la présentation, mais vraiment c'est très, très passionnant. Mais j'ai résumé un peu tout ce qu'il faut donc au niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est 40 recommandations, mais vraiment qui illustrent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans la prise en charge de ces toux chroniques, qui, je l'avoue, c'est pas un problème très facile en pratique quotidienne, mais la toux chronique, vraiment, c'est une boîte. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et pour vraiment trouver la bonne clé, il faut s'armer de beaucoup de patience, poser la bonne question, indiquer le bon examen. Et c'est comme ça qu'on peut aider un peu et soulager cette famille et épargner leur errance médicale et leur souffrance. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition. J'ai l'honneur d'être. Merci beaucoup, ce fut hyper intéressant. La preuve, c'est pas moi, la preuve, c'est les gens qui sont là et qui étaient très intéressés. Il y a très peu de pédiatres qui étaient sur leur portable, ça veut dire que ça les a intéressés énormément. Merci beaucoup pour la présence. Je remercie les laboratoires Sotema parce que ils nous ont sponsorisés pour cette soirée. Ils étaient. La particularité, je vais vous dire comment ça se passe. Généralement, les labos nous imposent plus ou moins le sujet quand on a une table ronde. Et là, c'est une réalité. On a choisi notre sujet, on a choisi notre orateur et on est très content qu'il soit parmi nous. Et c'est pour ça que je tiens à remercier vraiment les laboratoires Sotema pour ce geste-là, parce que ça nous donne de la liberté et ça nous permet d'aborder les sujets qu'on veut. Et c'est une excellente chose. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame Ahlal. Je te félicite pour cette présentation très brillante et qui répond à beaucoup de questions. Moi, j'ai quand même 3 questions. La première, ton expérience concernant la mucoviscidose. Je me rappelle que lorsque j'étais à Necker avec le professeur Purple, il avait fait une étude pour les Nord-Africains. Et il a trouvé, comme il y avait quand même une étude systématique de la recherche de la mucoviscidose de la naissance, il y avait quand même un taux relativement élevé. On pourrait comparer à 30% par rapport à, bien sûr, 70-80% pour les Européens. Qu'en est-il au Maroc, à l'IMGR? Alors, d'un autre côté, vous avez soulevé le problème de la toux du reflux et l'emploi des IPP. Il semble, les sociétés savantes anglo-saxonnes déconseillent les IPP en disant que leur effet était délétère. Quelle est ton expérience? Et merci de me répondre. Ensuite, pour la coqueluche. La coqueluche, on cite beaucoup de cas de coqueluche chez des personnes très bien vaccinées, mais à distance de la vaccination. Donc il y a une baisse de l'immunité. Et est-ce que dans cette toux chronique, on ne peut pas mettre justement cette toux chronique pour laquelle on n'a pas trouvé l'étiologie, il n'y a pas peut-être une baisse d'immunité contre la coqueluche? Est-ce qu'il y a eu des recherches du germe de la coqueluche?
coqueluche. Voilà. Très bien. Donc merci Madame Halal pour vos remarques, pour votre activité. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. C'est pour la muco, c'est vrai que au début on disait que bon, ça n'existe pas un peu. Au Maroc, c'était des cas très rares un peu, mais au fil des années, donc plus on cherche, plus on trouve. Qu'on est à peu près à je pense à une trentaine de cas ou quarantaine, mais pas avec l'ampleur qu'on te voyait. Donc c'est vrai que maintenant on est systématiquement branché sur le test à la sueur, l'étude génétique, mais pas avec l'ampleur avec laquelle se pose ailleurs. Peut-être qu'il y a le problème de l'épigénétique qui fait que la population maghrébine qui migre, on a plus... Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des cas donc, qui sont pris en charge. Alors pour l'IPP, c'est vrai, c'est des anciennes observations. Je partage avec toi donc sur les IPP. C'est vrai, tout est discutable, mais parfois, moi je vous dis, dans la vraie vie, l'atout et le reflux, parfois l'atout, elle peut être causée par le reflux, et l'atout, elle provoque le reflux. Donc ça va dans le sens. Moi, les cas que je vois en pratique, c'est souvent, c'est des mamans avec un enfant vraiment qui est en surpoids. La maman te dira, tu voulais raser le poids. Ah bon? Il passe la nuit à téter. D'accord? Et là, on fabrique le reflux. Ces enfants, dès que tu arrêtes un peu cette alimentation nocturne, l'enfant couché, les choses s'améliorent. Mais c'est vrai que parfois on propose un peu, mais sans grande conviction. Je ne sais pas, il est là. Est-ce qu'il peut dire de plus un peu sur les IPP là, non? Ouais. Professeur Maskini, تفضل. مرحبا بك. لا جي. Merci, professeur Mourad, pour ce topo très intéressant. Par rapport au reflux, c'est vrai que des fois les pneumologues, les pneumopédiatres sont bloqués. Et donc, pour faire la part entre l'origine du reflux, des fois c'est difficile. Avant, il y a quelques années, les pneumologues pédiatres et les ORL prescrivaient des IPP en dehors des recommandations. C'était justifié dans des situations où vraiment toutes les cartes ont été utilisées, et surtout pour les enfants qui ont des asthmes mal contrôlés. Et donc certains pneumologues proposaient des IPP. Avec les constatations faites par des études, on a constaté que effectivement les IPP sont délétères lorsqu'ils sont prescrits au long cours. L'acidité, on en a besoin. Et on a constaté aussi que ces enfants qui avaient des toux et des asthmes contrôlés restaient mal contrôlés malgré les IPP. Ça peut marcher chez certains. Alors, les recommandations actuelles proposent une prescription plutôt adaptée au cas par cas chez ces enfants. Quand il y a des asthmes très mal contrôlés, c'est l'indication à la pH-métrie. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de reflux acide, parce que c'est de reflux acide. Et dans certaines situations, on peut tenter une courte durée d'IPP, mais pas au long cours. Les IPP, on en a besoin, et il y a des études qui ont constaté des pneumopathies sévères suite à l'utilisation d'IPP au long cours. Et donc, l'IPP, ce n'est pas un médicament simple à prescrire, c'est un médicament où la prescription doit être réfléchie pour répondre à une situation où on pense à l'éventualité d'un reflux plutôt acide qui est responsable de la symptomatologie, aussi bien en pneumo qu'en ORL. Et donc, pour le reflux, je pense que c'est une indication à l'explorer avant de l'incriminer dans des situations. Sinon, il faut, comme a dit M. Moraoui, penser aux autres situations responsables de cette... Juste là, si tu permets, juste là, pour un asthme non contrôlé, souvent on trouve un peu des causes. Les indications des explorations, maintenant c'est plus digestif que respiratoire. Donc vraiment,
On fait pas. Parce qu'il y a quelques années, on faisait beaucoup de pâchemétrie, mais finalement, on trouve des événements. Est-ce qu'on arrive à faire un lien entre ces événements d'acide? Vraiment, ça ne permet pas de prouver la relation cause à effet entre. Ouais, voilà. C'est ça que les indications doivent être digestives. Voilà, vous êtes invité d'ailleurs au congrès de gastropédiatrie qui aura lieu la semaine d'après. On aura toute une session sur. Et là, vous parlez jusqu'à quel âge vous parlez? Parce que là, l'âge est important. Est-ce qu'il s'agit de nourrissons ou c'est vrai même pour les enfants de 5 ans, 6 ans qui ont aussi des reflux? Les tranches d'âge sont Oui, différentes. c'est vrai que les tranches d'âge diffèrent. Mais le problème qu'on a, c'est plus avec les grands, pas avec les petits. Ouais. D'accord. Donc, du moment que j'ai le micro entre les mains, je vais poser une question. On a l'habitude. Excusez-moi, et juste une question de Madame Helal. C'est pour la coqueluche. Même avec le micro, tu n'auras pas la parole. Parce qu'elle a demandé par galanterie. Madame Helal, on ne peut pas la refuser la parole. C'est Madame Helal. Pour la coqueluche, c'est vrai que c'est la seule maladie dans laquelle l'incidence n'a pas diminué malgré la vaccination. Le problème, c'est souvent il n'y a pas de confirmation. Ça reste maintenant, il y a beaucoup de pistes un peu. Certains pays ont même envisagé de faire un booster pour les jeunes, parce que l'immunité, ça est venu depuis au bout de quelques années. Ça pose un problème. Mais c'est vrai qu'on confirme très rarement, mais il faut y penser devant une toux qui traîne. Donc ça n'a pas diminué avec la vaccination, il faut y penser. Nous avons l'habitude, j'ai l'habitude, pour ne pas généraliser, de demander à l'enfant, lorsque je sculpte ses poumons, de tousser. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est des habitudes qu'on a acquises depuis longtemps? C'est une question de Madani. Oui. Des autistes. C'est vrai que normalement, ça on le dit parfois à nos étudiants, en sculptant, on peut trouver parfois des petits sifflements, d'accord, quand il y a des sécrétions. Quand tu demandes à l'enfant de tousser, ça permet de libérer les voies aériennes et ça permet de voir un peu vraiment ce qui se passe sur la branche. Mais ça, c'est une bonne question. Ouais. Donc, en attendant d'autres questions, je vais demander à Madame Khlifi, qui a écrit un magnifique bouquin pour les gens qui la connaissent. Donc, je la laisse présenter et le bouquin, il est disponible pour les gens qui veulent l'acquérir. Il sera disponible à la sortie. Je vous passe la parole. Pensez à vos questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie pour cette invitation et plus particulièrement le docteur Khalid Bouhmouch qui m'a permis de m'adresser à un ensemble de pédiatres pour présenter brièvement mon ouvrage « Rabat, mon école à l'hôpital, mission inachevée ». Mesdames et messieurs, le livre raconte la réalité quotidienne des élèves patients scolarisés dans un milieu hospitalier pédiatrique dans toutes ses dimensions émotionnelles, socio-économiques, pédagogiques et relationnelles. Sa vision globale de l'enseignement dans le milieu hospitalier pédiatrique se veut futuriste pour un changement dans le processus de la prise en charge des enfants scolarisés atteints de cancer. Son auteur raconte son vécu à partir de son expérience qui a permis la création d'un espace scolaire au sein du service hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Rabat. Le projet de l'école à l'hôpital tel qu'il est conçu jusqu'à ce jour est l'apanage de l'Association des parents et amis d'enfants atteints de cancer L'Avenir. Durant 22 ans d'activité, cette école a permis à l'auteur d'apporter sa modeste contribution pour sauvegarder les droits de l'enfant à une scolarisation sans rupture et lui éviter l'abandon scolaire. L'enseignante fut soutenue par plusieurs intervenants, le ministère de l'Éducation nationale, les associations, le corps soignant, les bénévoles, les bienfaiteurs et les parents. Via son ouvrage, l'auteur vous invite tous à mener une réflexion sur la situation actuelle de la scolarisation des enfants patients scolarisés dans les hôpitaux pédiatriques de notre pays. Agir en conjuguant vos efforts pour la généralisation progressive de l'espace école et sa pérennité dans le milieu hospitalier au Maroc.
Reconnaître l'espace école dans le milieu hospitalier pédiatrique comme un service autonome, permanent, doté d'une organisation administrative et pédagogique qui lui est propre, à l'instar de ce qui se passe dans les pays occidentaux qui ont intégré l'école hospitalière dans leur système scolaire officiel. Analyser les résultats de taux de guérison élevés qui démontrent l'importance de l'école dans les milieux hospitaliers pédiatriques en la considérant comme un complément de remède thérapeutique. Prendre en considération le nombre des élèves patients, plus de 4000 élèves de différents niveaux scolaires qui ont bénéficié des prestations de l'enseignement à l'école de l'hôpital durant les 2 dernières décennies. À la fin, cette rencontre n'est que le début d'une réflexion globale sur la problématique de l'enseignement dans les milieux hospitaliers et j'espère que votre soutien à mon livre et aux idées qu'il contient nous donnera l'occasion d'en débattre les moyens pour réaliser les objectifs qui sont les soins de qualité pour l'enfant malade tout en lui assurant un droit à l'éducation. Donc, ensemble, pour soutenir les acquis de l'école à l'hôpital et plaidoyer pour un système scolaire englobant les droits des enfants patients en situation de précarité, ensemble pour mettre en place un enseignement équitable garanti à tous. Merci de votre attention et je vous souhaite bon succès à vos travaux. Je voudrais ajouter autre chose. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention que la marge bénéficiaire dégagée de la vente de mon livre va être consacrée à l'achat des fournitures scolaires des élèves patients hospitalisés dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Rabat. Et merci. Madame Khlifi, bonjour. S'il vous plaît, je voudrais apporter mon témoignage. Ça fait 20 ans que je ne vous ai pas vu, je pense. Et je me souviens de vous, j'étais interne au SHOP. Et effectivement, c'était un moment de plaisir de vous voir. Vous étiez 2 enseignantes, je pense. Et le seul moment où les enfants souriaient, c'est quand ils allaient à la salle de cours. Et on avait des enfants très malades qui bataillaient pour aller dans la salle de cours, malgré qu'ils subissaient des chimios très lourdes. Et moi, je garde un magnifique souvenir de votre présence et un magnifique apport aux enfants qui étaient là-bas. Et je regrette que tous les étages ne pouvaient pas bénéficier de cet avantage d'avoir une école dans le service. Et j'espère qu'il y a des personnes qui vont reprendre le flambeau et qui vont permettre ça à tous les étages à l'hôpital d'enfants. Parce que vraiment, moi, je vous félicite. J'ai jamais eu l'occasion de le faire et je vous remercie. Parce qu'à l'époque où on était là-bas, on allait prendre le goûter avec vous l'après-midi. Et quand ça allait mal, ben, ça allait bien. Et je vous remercie vraiment. Merci. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, nous, en tant que pédiatres, il n'y a pas que soigner et guérir et diagnostiquer. Je pense construire des enfants équilibrés et des enfants utiles pour eux et pour leur famille et pour la société. C'est quelque chose qui relève de notre devoir de pédiatre. Et les aspects et la spécialité qui est extrêmement dure nous met dans un circuit où on est plutôt soin. Et à un certain moment, il faudra aussi que nous développons tout ce qui est pour l'épanouissement de l'enfant et pour l'équilibre de l'enfant et pour qu'un enfant qui était malade ne soit pas et qui n'ait pas cette étiquette d'être malade toute sa vie. C'est là une leucémie, c'est un enfant leucémique, non, c'est un enfant qui a fait des études, qui a progressé. Et je parle de mon expérience aussi en onco-hémato à l'étranger. Et le courage de ces enfants n'a pas d'exemple, n'a pas de pareil. C'est des enfants qui ont leur chimio, qui se baladent et qui veulent vivre. Et donc notre rôle aussi en tant que pédiatre, c'est d'approcher cette qualité et cette qualité de vie qu'on doit aussi donner aux enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la pneumologie, pour ces chauffeurs? Bah, tu étais très clair, hein, top. Voilà, donc je vous remercie tous et j'espère vous voir à la prochaine table ronde aussi nombreux parce qu'il sera animé par notre ami professeur Kerboubi qui est là, qui est en train de discuter. Et donc sur un sujet extrêmement important qui est le retard de croissance intra-utérin. Notez sur votre agenda, ça sera le 8 juin et même lieu. Et j'espère la même présence et je suis très content de vous voir.
Et la relève pour la pédiatrie me touche. Et vous êtes les responsables de demain. Et j'espère que vous puissiez adhérer à cet état d'esprit de la pédiatrie et de la PELIP. Merci d'être là et bonne soirée. Et merci à vous tous.